Bonjour, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule avec comme d'habitude les créateurs de Sensexalogie, Thomas Poussou, Bonsoir. Benjamin Véliez Bonsoir. et Flavie Garnier. Bonsoir. Alors aujourd'hui, comme promis, on va vous parler du système, le système de jeu, et pour cela on va suivre un petit peu la nomenclature de la fiche de personnage. Alors premier volet de la fiche de personnage, les faits de Cellulis. Thomas, je me retourne vers toi, puisque tu es la personne qui a eu le plus de difficultés à entrevoir un petit peu ce qu'était un fait, tout simplement un fait. Alors tu vas nous présenter un petit peu ce qu'est un fait justement. Donc effectivement, on va demander à la personne qui a eu plus de mal à expliquer les faits. Eh ouais, c'est un Donc cadeau. un fait. Alors ce qui m'a bloqué au départ, c'est que un personnage a des caractéristiques et des compétences. Là, ce qu'on va demander, c'est de décrire des faits. Donc un fait, c'est on va prendre une personne et on va dire qu'est-ce qu'elle est par le biais de faits. Exemple, Thomas Poussou, donc moi, je suis un homme. Un homme est un fait. Je suis né le 4 novembre 1981. C'est encore un fait. Et donc on va remplir cette fiche fait de Cellulis, donc de caractéristiques propres au personnage. Donc alors, pas le personnage, je me permets de te reprendre, le joueur. Voilà, là Et c'est ça, le c'est joueur une- parce ouais. que c'est Pour C'est les une- faits de Cellulis. Une distinction à noter. Donc le Cellulis, c'est le joueur. Pourquoi ce terme de Cellulis, puisqu'on est sur le bloc de la cellule? Flavie, est-ce que tu veux répondre? Eh bien, nous sommes sur le bloc de la cellule, puisque les Cellulis sont... Je sais pas jusqu'où j'ai le droit de répondre à cette question. Tu m'avais demandé de ne pas Écoute. faire de spoiler. D'accord, disons que les Cellulis Les sont Cellulis ont sont un les lien joueurs. vraisemblables avec la Voilà. cellule. Donc un Cellulis est un joueur, donc on doit mettre sur les faits de Cellulis ce qui semble correspondre à ce qu'on est. Ok, très bien. Donc par exemple, les faits pour toi de Flavie Garnier. Exactement, et ça rejoindrait des choses philosophiques au niveau des faits que tu avais étudié dans Wittgenstein. Un fait, c'est quelque chose dont on peut dire qu'il existe Exactement. et qui peut par là même définir ce qui n'existe pas. Exactement. En fait, le choix des faits dans Sens est intimement lié au choix du philosophe que Sens prend pour inspiration, à savoir Wittgenstein, effectivement, puisque Wittgenstein part dans sa philosophie d'une ontologie à base de faits, c'est-à-dire le monde pour lui n'est pas composé d'un ensemble d'objets, mais d'un ensemble de faits. Et donc, dès le départ de Sens, en fait, le joueur est amené déjà à s'interroger sur cette définition de lui-même par des faits. Et du coup, surtout, il doit pouvoir, si on fait bien les faits de Oui. Cellulis, on doit pouvoir dire que ce joueur est telle personne et ne peut pas en être une autre. C'est-à-dire, si on trouve cette fiche, on pourra dire c'est celle de Flavie Garnier et pas celle de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai envie de me retourner vers Bobo pour lui poser une question. À quoi servent les faits de Cellulis? En quoi les faits du joueur peuvent servir dans la fiction de Sens au cours des parties de jeux de rôle? À quoi ils servent ces faits? En fait, avec le système d'immersion, on va pouvoir gagner des points et on va pouvoir utiliser ces points pour mettre en avant un fait de Cellulis dans un conflit qui va nous permettre d'avoir un succès automatique. Donc par exemple, si je suis face à une porte par exemple qui refuse de s'ouvrir, je vais pouvoir utiliser mes faits de joueur pour ouvrir la porte. Non, je sais pas si je venais de préciser, c'est dans une situation de conflit. Une situation de conflit. Avec, D'accord, avec très bien. un PNJ ou un autre joueur. Ok, d'accord. Alors, je rappelle juste pour nos auditeurs que un conflit peut avoir lieu avec une porte. Benjamin. Bah c'est possible, écoute, moi c'est juste que j'ai pas eu cette expérience de conflit. Et voilà. Et par exemple, dans la base, il est bien précisé que lorsqu'on est face à une horloge qui est créée par un physicien particulièrement expert, eh bien en fait, on est en conflit avec le physicien qui l'a créée. Donc, face à une porte, par exemple, à une sécurité, eh bien, on sera face au niveau en face du niveau de la sécurité. C'est le niveau de la sécurité du gars qui a sécurisé la porte qu'on devra battre. Donc il y a quand même un conflit dans le cadre d'une ouverture de porte. Et donc les faits de Cellulis peuvent servir à ouvrir une porte. Mais comment est-ce qu'ils peuvent servir? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que tu peux donner un exemple tout simplement de faits de Cellulis qui peuvent aider ou un autre exemple si tu veux. Bah écoute, Quand est-ce que toi, en tant que joueur, tu t'es servi des faits de Cellulis? À quel moment? Dans quelles conditions? alors là tu m'en poses une belle parce qu'il faut que je fasse appel à ma mémoire et sur ce point je suis assez nul. Écoute, par exemple une situation où on va avoir
un PNJ agonisant et il faut absolument qu'on le sauve parce qu'il a une information à nous donner, on peut utiliser un fait de cellulis. J'ai suivi des cours de secourisme pour avoir pour le remettre sur pied, on va dire, un petit peu Voilà, gratuitement, quoi. voilà, c'est ça. En fait, J'ai une petite question ouais. au niveau de l'horloge dont tu parlais tout à l'heure. Flavie. Si par exemple il y a une horloge dans la pièce Ouais. et que dans le jeu tu dis oui il est telle heure, il y a l'horloge et vous êtes arrivé en retard. Est-ce que si j'utilise mon fait de cellulis pour bouger mes fesses et aller changer l'ordre qu'il y a sur l'horloge pour la mettre à l'heure qu'il aurait fallu qu'il soit dans le jeu, est-ce que ça marche? En fait, ça va dépendre du maître de jeu qui te fait la partie, la manière dont lui il considère que jusqu'où en fait l'effet de cellulis peuvent aller. Ce qui est écrit dans la base, c'est que les effets de cellulis ne peuvent pas changer le système de jeu. C'est très vague. Mais bon, ça permet donc. Est-ce que ça rentre dans le système de jeu? Est-ce que les relations entre les joueurs autour de la table, etc. Enfin, c'est très compliqué. On va passer pour l'instant sur l'effet de cellulis. On y reviendra peut-être à la fin de ce podcast quand le reste du système sera plus clair. Pour passer à une autre nature de fait, l'effet de simulacre. Alors cette fois-ci, ce n'est plus le joueur qui est décrit, mais le personnage. Au début, ce qui choque directement lorsqu'on arrive face à cette fiche de faits de simulacre, c'est qu'il y a déjà des faits d'inscrits dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que ces faits qui sont déjà inscrits? Pourquoi est-ce qu'il y a déjà des faits inscrits sur la fiche de personnage, Thomas? Pour une raison qui est simple, c'est que on est des êtres supérieurs, un peu des élites dans l'univers de Sens, puisque nous sommes des bugs. Donc, en tant que bug, nous avons déjà des faits, parce que là, cette fois-ci, c'est un personnage lié au monde. Ok, d'accord. Et donc, je constate que tous les joueurs ont exactement les mêmes faits. Oui, car la particularité des bugs, c'est qu'ils sont tous nés le même jour. D'accord. Donc, dès le début, les personnages, finalement, des joueurs ont tous une relation en commun. Effectivement, ils ont tous été recueillis à la Résistance. Ils sont tous nés à la Nouvelle-York. Ils font tous partie de la division Bug. D'accord, une manière bien simple pour le maître de jeu de réunir ses joueurs, finalement, au début de la partie. On peut voir ça comme ça. En tout cas, au début, ils forment un groupe, clairement. Et puis ensuite, on va devoir, à la création du personnage, rajouter jusqu'à 13 faits, il me semble. Alors là, ça dépend aussi du maître de jeu. Toi, Ça Thomas, dépend t'en donnes totalement. combien Moi, j'en donne 20 au total. Donc, 20 en au comptant les total. 7 déjà marqués, ça fait bien 13. Sachant qu'on n'est pas obligé de mettre les 20 complètement. Parce que c'est pas toujours le plus facile à faire. Alors là, il y a... Surtout si on est amnésique. Quel est ton fait? Je suis amnésique et je ne me rappelle de rien. Mais là, en amnésique, ça se souvient toujours de quelque chose. Il sait aller pisser, par exemple. Il sait qu'il doit manger. Il sait parler. Donc à partir de là, on peut considérer que après quelques minutes, il peut savoir se battre. Il s'aperçoit qu'il a certaines compétences dans l'horlogerie, la science. Alors effectivement, là pour nos auditeurs, je voudrais poser le problème. En fait, c'est toi, Benjamin, qui a voulu faire à un moment donné un personnage qui était amnésique, et puis ça nous a posé pas mal de problèmes dans le système de sens. Moi, entre-temps, j'y ai réfléchi, et je me suis dit que la meilleure solution finalement pour jouer un amnésique, c'était de mettre les faits qui le concernent quand même. C'est-à-dire tous les faits sur ses capacités physiques, tous ses faits sur ses capacités mentales, même si il ne se connaît pas au début, mais pas mettre de faits par contre sur son historique, de manière à laisser le MJ maître de l'historique et de la surprise. Ouais, de toute façon, à partir du moment où tu joues où tu veux jouer un amnésique, c'est clair que tu peux pas mettre des faits qui sont en rapport avec un historique. Moi, à la limite, ce que j'aurais fait en tant qu'MJ si j'avais été confronté à ça, parce que je l'ai été en tant que joueur, c'est à la limite, cas exceptionnel, tu commences ton premier scénar, t'as pas de faits. Et au fur et à mesure où tu vas jouer ton personnage, te découvrir l'aptitude que toi tu voulais donner à ton personnage, par exemple. Ouais. Moi je fais un amnésique mais je veux que ce soit un combattant. Ouais. Et tu vas par exemple dans le scénar voir une scène où tu vas être amené à... Ah mais là ça cache un problème, parce qu'on sait que les faits de simulacre servent à élaborer le miroir. Alors comment est-ce que tu fais pour élaborer le miroir d'un joueur qui n'a écrit aucun fait sur sa fiche de perso? C'est-à-dire au moment où il va... Ouais, c'est vrai que ça c'est un sujet il y a un problème. ouais. Ou alors tu fais déjà son miroir, c'est-à-dire que... Mais bon, dans ce cas-là, ça donne quand même des indications. C'est clair que... En fait, pour résumer pour nos éditeurs rapidement, mais on va vous en reparler tout à l'heure, le miroir, c'est un petit peu les caractéristiques, j'aime pas trop dire ça, mais bon, ce sont les caractéristiques du personnage. Si le personnage voit qu'il a telle ou telle caractéristique, ça va le renseigner sur son historique. Et donc, l'amnésique ne peut pas vraiment... faire son personnage s'il n'inscrit aucun fait, donc c'est délicat, c'est un cas vraiment particulier. Et si on avait pu considérer que on avait déjà écrit certains faits
Genre, je sais me battre, je suis costaud, et qu'au fur et à mesure Ouais. du ton du jeu, l'effet était activé, et du coup activait certaines parties du miroir. Ça permet de le préparer avant et d'activer d'autres choses. Ouais, ça peut être une bonne solution limite, je pense. Genre, Ouais. Non. au bout de 10 minutes, t'as 2 faits qui sont actionnés, ensuite Non. tant de faits, non? Ça peut pas du tout marcher. Thomas. Parce que si on rentre un fait amnésique, c'est qu'on laisse tout simplement la liberté au maître de jeu de créer l'histoire du personnage. Créer l'histoire, mais pas forcément le physique. Tu peux choisir d'être grand, mince, petit, Genre- gros. J'ai envie de dire quand même un personnage qui fait un amnésique, enfin en tout cas un joueur qui décide de créer un personnage amnésique, c'est quelqu'un qui a envie de laisser un peu le maître de jeu justement le surprendre. Ouais, ça a été le cas quand j'ai créé ce personnage. Hein. De toute façon, Thomas, je l'avais dit clairement. Bah, à la limite, profite de ça, amuse-toi au niveau de ton scénario pour. Alors, ce qui a été le plus dur, c'est que tu as fait un personnage amnésique qui arrivait. Enfin, il était amnésique dès le début du scénario. Ouais. Alors que logiquement, un personnage, il a une vie au sein de la résistance. C'est vrai que c'était un cas un petit peu limite. Et du coup, est-ce que tu as pu garder les 7 faits de début? Qu'est-ce que t'entends par garder? Je suis un bug, j'ai vécu au pôle sud, etc. etc. Bah oui, bah dans le sens où c'est des faits obligatoires. Enfin encore que. Bah, puis- que je Eh sache, oui, les non. bugs, ils sont tous nés à la Nouvelle-York, ils sont tous nés le même jour. Mais donc ça, ouais. Ah, c'est vraiment un cas compliqué. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour le cas de l'amnésie qu'on l'a un petit peu abordé avec vous. À vous d'y réfléchir et puis de vous pencher sur la question. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poster sur le blog. Alors, l'effet de simulacre quand même, on n'a pas tout dit. Tout d'abord, est-ce qu'on peut tout faire en termes de fait de simulacre? Alors là-dessus, Christophe Buckley m'a apporté une réponse, mais j'aimerais avoir la vôtre. Est-ce qu'on peut tout faire? Par exemple, est-ce qu'un joueur peut écrire? Alors on sait qu'il y a une limitation dans la base, c'est-à-dire que les joueurs ne peuvent pas inscrire de faits de simulacre inhumains, au sens où ils peuvent pas faire des géants, dévoreurs de planètes, etc. Mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit, par exemple, de mettre tout simplement qu'ils sont capables d'user de télékinésie, par exemple, ce genre de choses? Thomas, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que maître de jeu? Bah, dans la base, rien ne le limite et moi je tolère totalement. Et toi, Benjamin, en tant que maître de jeu, comment est-ce que tu gérerais un joueur qui déciderait, par exemple, de se mettre des cheveux violets, de dire qu'il est pixelisé Ça, je pense que ça dépend du ton que veut donner le maître à l'histoire. Donc, j'aurais tendance à dire que là, le maître de jeu peut être un peu dictateur et dire bah non, ça je tolère pas que tu mettes ça, c'est pas dans ma vision de l'histoire que je vais vous faire vivre. Flavie, qu'est-ce que tu en penses? Dans l'esthétique, c'est pas les cheveux violets qui m'embêtent. Parce que on a tous remarqué, enfin peut-être pas tous, mais moi je fais partie des gens qui regardent du manga et un personnage qui a un cheveu violet, je vois pas en quoi ce sera un peu Un problématique. cheveu violet, ça fait pas beaucoup quand même. Bah, il est un peu chauve. Non mais voilà quoi, c'est pas en contradiction avec une guerre intergalactique. En revanche, quelqu'un de pixelisé peut-être un peu plus. Alors, donc, la réponse de Christophe Buckley à ce problème était assez bonne. C'est-à-dire qu'il disait en fait que faire des personnages du genre Mario Bros par exemple, parce que oui, je rappelle à nos auditeurs que les faits sont totalement libres, on peut mettre absolument ce que l'on veut. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a gêné beaucoup de gens ça en convention, cette liberté. Elle ne doit pas vous effrayer, vous mettez absolument ce que vous voulez, mais Christophe conseillait pour le jeu de respecter ce qu'il appelle la couleur, c'est-à-dire l'esthétique globale du jeu. Et il considérait que par exemple un personnage comme Mario Bros ou alors un adorateur de baleines, comme ça a été le cas en Suisse quand on a fait une partie, il y a un mec, Lionel Jeanneret en l'occurrence, je le dénonce, qui a fait un espèce d'adorateur de baleines qui s'amusait à invoquer des baleines au cours du scénario. Et bien il disait, Christophe, non, ça ne rentre pas dans la couleur du jeu, ça ne marche pas. Et donc là-dessus, Rome, il va falloir que tu fasses quelque chose quand tu vas écrire des bouquins. Le prochain bouquin, il va falloir que tu dises attention, certains personnages ne rentrent pas dans l'esthétique du jeu. Là, je pense que c'est un peu au maître de jeu de faire sa loi là-dessus. Alors toi, Tom, jusqu'où t'es prêt à aller en fait? Moi, je tolère toute chose. Maintenant, si effectivement j'ai un joueur qui veut faire un invocateur de baleine, il faut qu'il soit prêt à s'emmerder au cours des scénarios parce que ça va pas rentrer dans le scénario. Ça va Ouais, pas enfin, rentrer. faut voir aussi que l'adorateur de baleine, il s'est mis à hurler des gémissements de baleine pendant le scénario en nous empêchant de jouer. Et que du coup,
C'est vrai qu'au niveau de l'immersion, ça cassait un peu, quoi. Oui, mais ce qui était terrible, c'est que on sait que l'immersion, c'est quelque chose que je dois distribuer en fonction du roleplay du joueur. Et donc, s'il a mis dans ses faits qu'il est un adorateur des baleines, j'ai rien le droit de lui dire. Je peux pas le sanctionner en termes Bah, d'immersion. En même temps, si, parce que du coup, comme ça correspondait pas à la couleur du jeu, il allait pas voir Oui, une baleine mais ça- arriver en plein milieu de l'espace. Oui, mais ça, Flavie, c'est Christophe qui nous l'a appris après le scénar, justement. Après cette expérience de partie, Christophe a dit ouais, attention, on peut pas faire d'invocateur de baleine, ça rentre pas dans la couleur du jeu. Et donc, faut faire attention. Donc là-dessus, voilà quoi, il y a des questions aussi à soulever, des problématiques à soulever avec ces joueurs, je la pense. couleur, elle est complètement dépendante du maître que tu vas avoir pour la partie. Ouais, c'est vrai que ça va dépendre de la manière dont le maître de jeu va C'est tourner normal ce parce scénario. que le maître de jeu va instiller sa cosmologie, va se dire bon, moi j'autorise telle chose dans mon monde et j'interdis telle autre. Là, effectivement, le joueur va devoir se plier au respect de cette cosmologie, quoi. Si D'accord. moi je décide que dans mon monde de sens, la télékinésie n'existe pas, Ok. je vais pas pouvoir tolérer un joueur qui met je suis télékinésique. D'accord, ok, ouais, ça peut être une manière de voir les choses. Moi, je Thomas reviens quand même sur le fait de l'invocateur de baleine. Là, c'était un scénar. Maintenant, Ouais. on lui propose une campagne. Je pense pas que il va beaucoup s'amuser. Hein. Ah, et clairement, d'ailleurs, il était sur la Lune, et puis sur la Lune, il n'y a pas de mer. Donc, il s'est cruellement emmerdé, je pense. Bon, ça- Voilà, donc il y a Enfin, ça il aussi. s'est emmerdé, oui et non. Voilà. Voilà, je prends le système maintenant, celui qui a des pouvoirs télékinésiques. Ouais. Ça, moi, ça me bloquerait pas. Hein. Ouais, pourquoi pas. Moi, je pourrais très bien concevoir un personnage extraterrestre. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas. Donc ça reste à la discrétion du maître de jeu. On va tout de suite passer à la 3e feuille de perso, dès à présent. Alors, les faits de simulacre vont permettre au maître de jeu d'élaborer ce qu'on appelle le miroir. Le miroir, c'est un élément composé de plusieurs caractéristiques qu'on appelle des runes. La vie, la mort, le cosmos, le chaos, la création et le néant. On va passer un petit peu en revue ces différentes runes. Qui veut intervenir sur la vie pour expliquer un petit peu le concept? Ah, je crois que c'est Thomas, l'adorateur de la vigne. Bon, Thomas, je vais bravo. retourner la vie. Alors, Thomas? Alors la vie, c'est ce qui représente, on va dire, un peu le bien. C'est ce qui est en Mm. opposition totale au cosmos. En Cosmo, comment ça? Totalement. Se suicider. C'est plus opposé à la mort, non? Oui, je crois que c'est opposé à la mort, Ouais. Thomas, voyons. Tu dérapes là. C'est vous qui pensez à ça. Non, mais la vie, c'est surtout le bien. Les personnages donc vivants, qui aiment un peu la création. Non, pas la création, Thomas. Le En fait, quand je parle de création, je parle surtout la nature. Ah, d'accord. Voilà. La reproduction, quoi, si on veut. Voilà, c'est ça. Ce sont des bons vivants. En général, c'est associé à quel genre d'archétype? Les médecins, Les médecins, ouais. voilà, ça peut être les secouristes, Voilà. ça peut être, je dirais presque les sportifs. J'ai envie de dire les biologistes aussi, ce genre de personnes qui Les sont gens joyeux. les gens joyeux, ouais. Donc c'est une rune qui est qualifiée de positive et qui va servir ensuite à élaborer finalement la santé physique du personnage. Totalement. Voilà. Et sa capacité aussi à protéger les autres. À protéger les autres, à se protéger lui-même en combat, effectivement. Son endurance, ses capacités physiques. Quelqu'un qui a une forte rune de vie, c'est quelqu'un qui entretient bien son corps, qui est assez à l'aise physiquement. La rune de mort, qui veut nous en parler? Alors il n'y a pas d'adorateur de la rune de mort ici, mais Benjamin. Encore heureux quelque part. La rune de mort, ça va correspondre à des personnes qui justement font pas forcément attention à eux, qui ont un petit penchant pour éventuellement la bagarre, Ouais. la destruction de biens, Destruction du vivant. par exemple. Donc en gros, des assassins. Ça va être effectivement la rune principale pour quelqu'un qui veut faire un archétype d'assassin, Meurtrier. de guerrier, de soldat d'élite, choses comme ça. Elle est aussi associée à la tragédie, au tragique. C'est Ouais. quelqu'un qui est tourné vers le passé, qui pleure un petit peu les morts, qui a tendance à vraiment revenir toujours sur les souvenirs déplaisants de son existence. Donc c'est quelqu'un qui assume une espèce de tristesse. Ce seront des gens La vie. mélancoliques, possiblement malades, Oui, tout à et fait. qui chercheront un exutoire dans la bagarre et dans tout ce qui pourra faire de la daube autour de la table. Ouais, on va dire ça comme ça. On passe à l'autre rune, la rune de Cosmo maintenant.
Alors là, je me retourne vers Benjamin, l'adorateur de la rune de Cosmo. Oh, c'est réducteur, mais Oh j'accepte. non. La rune de Cosmos, ça va être la rune des gens ordonnés, méthodiques, avec mal. un fort esprit cartésien. Donc vraiment la rune type pour faire tout ce qui est scientifique pur jus, théoricien de la théorie. L'abstraction, les maths, la Ouais, logique, ouais. tout ce genre de choses, quoi. Donc quelqu'un qui sera plutôt logicien, cartésien, mathématicien, carré, rigoureux, grosse rune de Cosmo. Les gens ils aiment pas la liberté, moi je vous le dis. Ouais. Donc c'est aussi une rune effectivement qui implique une certaine forme de déterminisme. On en reparlera peut-être au cours d'un prochain podcast. Le chaos maintenant opposé à la rune de Cosmo. Qui va en parler? Flavie Mon évidemment. Dieu, c'est fou, tu as pensé au chaos. D'habitude, tu l'oublies Eh toujours. oui, l'intérêt de suivre un plan régulier dans un podcast. J'ai oublié le chaos, c'est nul. Non, le chaos, c'est très bien. Le chaos, c'est à l'inverse du cosmos. C'est pour les gens désordonnés qui aiment bien un peu vivre dans le chaos, Dans le chaos. le bordel, le Le chahut. Qui auront tendance à avoir une forte initiative parce qu'ils seront rapides. Ah oui, c'est effectivement aussi une rune qui est associée au mouvement, donc à la Exactement. rapidité. Et à côté de ça, ce sont des gens qui aiment vivre dans des endroits où il y a plein de gens et où finalement tout ce qui est ordonné, etc., n'aura que peu d'importance. Puisque Voilà, n'en c'est pas en un peu compte. tout ce qui est le bordel. Bon, ouais, le boxon, c'est Et aussi- l'évolution aussi. Quelqu'un qui jouera quelqu'un de chaos n'aura aucun mal à passer du coq à l'âne ou aussi Ouais. à passer d'un état triste à un état heureux. Voilà, ouais, exactement. La rune de création maintenant, qui veut nous en parler? Thomas, toi qui aimes bien la rune de création en général? Je voulais juste revenir un peu sur la rune de chaos, Vas-y, c'est celle allez. aussi qui détermine la santé mentale. Hein. Ah non, absolument pas. C'est la rune de néant, cher Thomas. Oui, c'est la rune de Oui, néant, c'est la c'est rune votre de néant, indifférence. Thomas. Nous y reviendrons tout à Nous l'heure. sommes pas dans le même univers. Effectivement, il y a peut-être eu un chink temporel ou je ne sais pas. Est-ce que vous êtes bien Thomas Poussou? Pour l'instant, oui. Bon, très bien. Alors, la rune de chaos ne sert absolument pas aux blessures mentales. Tenez-le pour dit. Alors, la rune de création, Tom. Je sais que tu y attribues beaucoup d'importance dans tes scénarios. Est-ce que je peux vraiment dire des choses sur la rune de création? Je ne sais plus, là, vous m'avez déstabilisé. Ah oui, vraiment. Allez, vas-y, Tom. Courage. Non, la rune de création, c'est ce qui va permettre donc, de faire des personnages de type inventeur. Exactement. Donc c'est une rune assez importante car ça a l'avantage de définir les points d'ombre pouvoir. Voilà, c'est ça en fait. Hein. On reviendra dessus, mais effectivement, à un moment donné, les joueurs vont pouvoir passer dans l'ombre monde et effectuer des ombres pouvoirs, et c'est la rune de création qui va leur donner les points qui leur permettront de faire cette espèce de magie que sont les ombres pouvoirs. Donc la rune de création, ça va être souvent donc des gens très imaginatifs, Des artistes. artistes. Souvent on peut, quand on prend un archétype artiste, on peut retrouver aussi souvent des personnages chaotiques. Oui, c'est vrai, c'est Voilà, souvent donc, associé. ça On peut s'associe imaginer souvent. un artiste hyper ordonné, méthodique. Frédéric Sainte, si tu nous écoutes. En coquille, il est un petit peu chaos, lui aussi. On va pas balancer. Mais oui, Attention. la création est une caractéristique assez importante, une rune assez forte, donc qui permet vraiment de faire tout type de personnage inventif. Surtout, ça permettra aussi au niveau du social, laisser des gens dont on se souvient, Ouais, des gens qui ont effectivement. beaucoup d'importance, Oui, mais, et qui justement, prennent de qui l'importance en prennent de fait. l'importance au niveau du charme, etc. Et parce que justement, c'est une rune qui est associée au néant. Quelle merveilleuse transition. Alors, la rune de néant, qui veut nous en parler? Bah, la rune de néant, ça Benjamin. va être la rune des personnes qui sont un peu absentes, un peu indifférentes, sur les personnes sur lesquelles les événements ont tendance à glisser. Les gens un peu timides, peut-être, Ouais. qui se laissent facilement oublier. Qui sont effacés ou qui cherchent à ne pas être remarqués. Tout à fait. Alors, et donc, c'est la rune de néant qui va définir Les les. points de santé mentale, c'est important à savoir. Voilà, exactement. Donc, c'est la rune de néant qui va, en termes d'indifférence, c'est laisser les autres indifférents, mais c'est aussi être indifférent aux événements qui nous arrivent. C'est être discret. Être discret, donc c'est une rune qui va souvent être associée aux archétypes un peu Espion. infiltrateur, espion, assassin, mais dans le dos cette fois. Hein. Alors attention pour les joueurs qui seraient attirés par cette rune, c'est Ouais. l'une des runes les plus dures à jouer. Ouais, oui, parce que au final. Enfin bon, on peut décrire ces gestes sans pour autant parler beaucoup. Non, même sans parler, dire c'est une rune, il faut tout détacher.
Dire qu'on part vraiment du principe, quand on a un archétype avec un fort néant, tout ce qui nous arrive dans la tronche, ça glisse quoi. Ouais, c'est vrai que ça Donc, peut être difficile de C'est rebondir. dur de faire un personnage qui a une forte quantité de néant, après qu'il soit attiré par la vie, qu'il soit attiré par la mort. C'est vraiment un des archétypes très très dur à jouer. Alors, moi, Ouais. ce que je voudrais Benjamin tempérer un petit peu par rapport à la présentation des 6 runes qu'on vient de faire, c'est qu'à Oui. chaque fois, on remarque que la rune va définir, et j'insiste là-dessus, des caractéristiques, des compétences, des des compétences talents, physiques et surtout ou un comportement. un comportement. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer avoir quelqu'un qui a un fort chaos sans être quelqu'un de De forcément bordélique, tu veux dire? Ouais, voilà, Ouais, c'est ouais. ça. C'est-à-dire, faut pas oublier que c'est le fait qu'on va inscrire Ouais. sur la fiche de simulacre qui va donner le miroir. Donc, Exactement. on va orienter quelque part la rune en disant je veux orienter mon personnage sur quelqu'un qui aime marcher vite, qui aime le mouvement, qui aime Ouais. voilà, qui est Sans pour quelqu'un autant de être vif, quelqu'un de et bordélique. qui aura une rune de chaos forte par rapport à ce fait-là, mais qui sera pas forcément bordélique. Exactement. Ouais. Mais il faut rester quand même dans l'idée que dans ce sens, l'interprétation de ton personnage sera liée à la rune la plus forte ou les Ouais. deux runes les plus fortes. Mais je suis généralement. d'accord, mais la rune dépend du fait qui a été mis en face avant. Oui, Totalement, tout à ouais. fait. Alors, Alors donc, si tu as un fort chaos parce que tu aimes le mouvement, ça veut pas dire que tu vas devoir nécessairement jouer quelqu'un de bordélique. Si t'as pas de fait bordélique, tu dis justement au contrario, tu Ouais. mets un fait je suis ordonné, donc Ouais. ça va donner exactement, des points bien en- joué. Ouais. en cosmos. C'est juste, sinon on tombe vraiment trop vite et Dans faut que les l'archétype. auditeurs comprennent ça. Ouais. Sinon, C'est très bien d'avoir précisé. c'est un jeu où on a des archétypes un peu trop forts quoi. Mais Ouais. non, voilà, on dilue les faits dans la fiche, ça va donner un miroir, ce qui permet de jouer un personnage, on va dire précis, c'est-à-dire Tout à fait. je l'ai bien défini, j'ai mon miroir Ouais. en conséquence. Carrément. Alors, donc les runes vont être établies en fonction des faits de simulacre. On va répartir au début à la création de personnages 150 points entre les différentes runes. Donc le joueur et le maître de jeu vont établir ça ensemble. Et puis à partir de là, on va avoir un score en pourcentage. Par exemple, on va avoir 50% en vie et puis 30% en mort. Et au début, la vie et la mort étant opposées, le cosmos et le chaos étant opposés, la création et le néant étant opposés, on ne peut pas avoir plus de 100% en somme entre les deux. C'est-à-dire que si on a 50% en vie, on ne pourra pas au début du jeu avoir 60% en mort. Et puis pour résoudre des conflits, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder chaque rune et on va les comparer. Par exemple, si quelqu'un veut en attaquer un autre, on va regarder la rune de mort de l'attaquant, on va regarder la rune de vie de celui qui se défend, et puis si celui qui attaque est plus en mort que celui qui se défend en vie, eh bien il passe, et inversement d'ailleurs. Si celui qui a en vie est plus puissant, celui qui est en train de défendre a plus de vie que celui qui l'attaque. Enfin, oh là là, c'est compliqué. On peut peut t'aider si tromper tu veux, hein. 1000 On peut personnes tromper voilà. une fois. C'est ça, je voulais en venir là. Ouais, mais cependant, il y a quand même des nuances toujours, puisque si je suis en train de me battre contre quelqu'un qui est plus fort que moi, Ouais, mais que cette personne-là est par exemple celui qui a tué ma mère ou quelque chose comme ça, ouais, je peux faire jouer les faits de simulacre pour me rapporter des points en plus pour Ex- essayer de faire monter voilà. ma Deux, rune deux points en plus pour être le- précis. le combattre. Exactement. Et justement, pour utiliser des faits afin de booster sa rune, on utilise un autre facteur qui booste lui aussi les runes, c'est l'immersion. Alors l'immersion, il y en a de deux natures, l'immersion positive et l'immersion négative. Thomas, qu'est-ce que c'est que l'immersion dans ce sens? Alors, l'immersion, c'est un peu la façon dont on va jouer son personnage. D'accord. Alors, Donc, c'est-à-dire comme nous disait Bobo tout à l'heure, on a parlé des runes un peu comme à chaque rune, on a décrit une interprétation. La façon dont vous allez jouer votre personnage, si vous avez beaucoup envie, donc quelqu'un de très protecteur, va vous permettre de gagner des points d'immersion. ok. Et ces points, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, va permettre de booster temporairement nos runes. Ok.
Alors donc, Au niveau des règles de en gros- l'immersion, dans le premier livre, il me semble que tu avais mis en place une sorte de graduation. exactement. Et l'immersion, c'est plus tu joues ton personnage, plus t'en as. Plus t'en as, exactement. C'est-à-dire Et que mieux voilà. tu joues, plus tu fais le roleplay adéquat en fonction de ton perso, et plus tu as de points d'immersion positifs. Positive. Hein. Dans l'immersion positive, c'est à un moment, si tu te mets à réagir comme ton personnage et presque à devenir ton personnage, là, c'est... Là, ça, Jackpot. c'est jackpot. Quoi. Chaque point d'immersion booste les runes. Si on a 5 points d'immersion, on a plus 5 dans toutes ces runes. Donc c'est plutôt intéressant. Effectivement. L'immersion négative. Benjamin Béliez va nous en parler. L'immersion positive, donc négative, pardon. A contrario, c'est quelqu'un qui va pas réussir à rentrer dans son personnage. Typiquement, c'est quoi? C'est des discrétions, des digressions, pardon, pendant le scénario, des Carrément. à côté, des je discute pendant que l'autre joueur fait sa scène. Ouais. Donc là, on sort du jeu, on perd de l'immersion. l'immersion. Donc en gros, on fait une blague qui a rien à voir avec le scénar, et bam, on est sanctionné. En gros, avec ce que tu es en train de m'expliquer, si à un moment dans le scénar j'ai envie d'aller pisser, je prends l'immersion négative. Normalement, le maître de jeu est censé faire des pauses régulièrement pour pouvoir faire des pauses dans l'immersion parce que sinon ce Ouais, serait sinon, impossible. On pète Ouais, un câble. voilà. ça. Mais J'aurais du mal à me retenir pendant 4 heures. À la limite, ça dépend. Hein, si ton roleplay te permet Exactement. de dire Mon je personnage pisse. va pisser, Tu vas pisser en même tu temps vas ton pisser, personnage. et là, du coup, tu pourrais même immersion gagner un positive. point. en revanche, ce que ne permet pas ça, ce que l'immersion ne permet pas, c'est par exemple quand on est dans un bar et dire Cosette Ouais, d'accord. quand on veut un Ok, verre, ok. et ben c'est voilà, Ok, là, j'ai en bien revanche, compris, merci. Alors, donc, sur l'immersion négative-positive, ça forme une balance. Si on a 10 points d'immersion positive, on a plus 10 dans ses runes, mais par contre, si on a 5 points d'immersion négative, on a moins 5. Autrement dit, voilà, il faut pas trop récupérer d'immersion négative parce que ça pourrit son immersion positive et ses runes. Donc, c'est un petit système un peu tyrannique, ça. C'est le maître de jeu qui c'est la va- carotte. tyrannique. Ah, c'est carrément tyrannique, dis donc. Ah, bah, dis donc, ça c'est surprenant pour un jeu dont. C'est tyrannique, mais c'est aussi un moyen quelque part de tricher pour le joueur. Ah, et pour quelle raison? Bien parce que tu peux t'arranger pour pouvoir bien jouer ton personnage. D'accord. Et à certains moments, tu peux utiliser ça pour pourrir le scénar. Ah bon attends, comment ça? Ah oui, par l'effet de Cellulis. Et oui, Alors donc, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut dépenser des points d'immersion positifs pour faire jouer un fait de Cellulis, c'est-à-dire faire intervenir le joueur dans la fiction. Mais les points d'immersion négative restent, alors que les points d'immersion positive qu'on dépense, eux, par contre, s'en vont. En train de me dire que si je dépense tous mes points d'immersion positive, je peux avoir une négation dans mes runes. Exactement, et on peut même arriver en dessous de 0. Et si la rune de Cosmo ou la rune de Chaos atteint un score égal ou inférieur à 0, alors là il se passe quelque chose de surprenant. Mais nous n'allons rien révéler à nos auditeurs, ils auront la chance de le découvrir dans les PDF téléchargeables gratuitement sur le site officiel du jeu. Merci pour cette petite cela liste. n'explique toujours pas comment on fait pour utiliser un fait de Cellulis. Eh bien, tu dépenses 2 points d'immersion, nous l'avons dit, et puis Oui. tu dépenses ton fait de Cellulis. Voilà, et comment ça marche dans la fiction, tout ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, si Benjamin Béliez est secouriste et que son personnage ne l'est pas, il peut dépenser 2 points d'immersion pour faire en sorte que son personnage acquiert une des capacités de Benjamin Béliez, à savoir d'être secouriste, et réussisse automatiquement. Mais et pas uniquement des choses qu'il fait, je veux dire, ça peut aussi être sur des choses qu'il aime. Oui, Genre, oui. si t'aimes les mangas, tu peux utiliser un truc complètement fou, genre je lance un Kamehameha ou genre de choses. Voilà, on a des exemples comme ça, hein, Miphos qui se fait botter le train à coup de météore de Pégase et ce genre de choses dans la base. Donc le but pour le joueur, ça va être de jouer les règles de sens, de le caresser dans le sens du poil pour obtenir des points, pour mieux le déboulonner par la suite. Voilà, donc en gros on lèche le cul du maître de jeu un certain temps et puis après on lui dit passe. fuck. Voilà, d'accord, ok. Ok, très bien. Donc, quatrième étape, les faits extra-personnels. Donc, cette fois-ci, c'est ce que le joueur a sur lui, ce qu'il possède, en dehors des faits qui lui sont propres, c'est-à-dire les équipements qu'il a. Et parmi ces équipements, bon, vous pouvez mettre à peu près autant d'équipements que vous voulez. Ça, c'est la magie de Sens. Vous pouvez être milliardaire dès le début du jeu par je ne sais quel moyen. Vous pouvez avoir des bâtiments, etc., etc. Faut que ce soit justifié quand même par les faits de simulacre. Voilà, faut que ce soit justifié par l'effet de simulacre et qu'il y ait un historique qui soit lié à cela. Mais sinon, il y a quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans, c'est la réplioïde, la fameuse armure que portent les bugs pour résister au choc ontologique et passer d'un monde à l'autre. On en a un petit peu parlé au dernier podcast. Thomas. Je pense que Effectivement.
Ouais, Benjamin. Non, j'ai dit bon, là on va passer rapidement dessus parce que je pense que ça peut nécessiter un podcast À part entière. à part entière. Ouais. Eh bien, très bien. Donc, en tout cas, les faits extra-personnels, ce sont les possessions du joueur. Ce sont des faits qui n'ont pas à être, qui vont pas vraiment rentrer dans le système, mais plutôt dans l'historique, je dirais, du jeu, mis à part la répioïde, sur laquelle on reviendra peut-être au cours d'un prochain podcast. Bon, eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez eu le courage, c'est très très bien. On vous dit à bientôt. Jouez bien. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir.